On s'est retrouvés, c'était un samedi matin, et là il m'a dit est-ce que tu veux t'associer avec moi pour monter cette boîte? Deux jumeaux dans le quantique, c'est pas banal. On a envie de créer un vrai champion qui reste indépendant. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous, bonjour à vous chers auditeurs, je m'appelle Laurent Simon, je suis fondateur de The Meta News et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 du Déclic Deep Tech. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Desjardins. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ? Très bien et vraiment ravi d'être là et de parler de C12 Quantum Electronics. Alors C12 Quantum Electronics, moi j'allais dire C12 comme un bon français, mais vous dites C12. On va en parler tout de suite parce que vous l'avez compris, chers auditeurs, l'idée du Déclic Deep Tech, c'est de parler du pourquoi, du déclic, de la personne déclic, mais on va d'abord parler du comment. Le comment, c'est C12. C12, on développe, mais je vais continuer en français, ouais. On développe un ordinateur quantique fiable. Alors, un ordinateur quantique, c'est une solution de calcul extrêmement puissante qui permet en fait de faire des calculs qui sont aujourd'hui hors de portée, même des plus gros supercalculateurs. Et cette technologie, ça va avoir un impact en fait assez phénoménal sur nos vies. Ça va permettre de résoudre des problèmes aujourd'hui qu'on ne sait pas adresser, que ce soit des choses sur l'optimisation, sur la santé également ou la chimie. Ça fait toujours un peu rêver quand on dit quantique. Potentiellement, c'est quoi ? C'est une révolution dans le traitement de l'information ? Voilà, le processeur qu'on développe en fait en quelques secondes. Et il faut imaginer que c'est un processeur qui tient dans la paume de ma main. Il est capable de faire un calcul qu'aurait pris des dizaines d'années sur des milliers de processeurs classiques. Et donc là, c'est des industriels comme ceux de la chimie, de la pharma ou de la finance qui en fait cherchent aujourd'hui des solutions pour résoudre des problèmes qu'ils ont pour mieux comprendre une réaction chimique, mieux comprendre comment optimiser certains problèmes. Donc des problèmes extrêmement complexes qui peuvent être du coup modélisés, calculés grâce à ce que vous développez, le processeur que vous développez. Alors l'originalité du processeur qu'on développe, c'est qu'il utilise des nanotubes de carbone. Donc nous, on prend en fait des puces, les mêmes que vous trouvez dans votre téléphone ou votre ordinateur, et on vient intégrer ce matériau exceptionnel, un matériau qui est extrêmement pur, qui est le nanotube de carbone. Et donc, en fait, grâce à ça, on combine la pureté d'un matériau qui va nous permettre d'avoir une très grande fidélité dans nos calculs et les techniques très établies, en fait, de l'industrie semi-conducteur, ce qui va nous permettre de passer à l'échelle. Alors Pierre, vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous êtes accompagné de quelqu'un que vous connaissez très bien et pour cause. C'est votre frère, c'est Mathieu Desjardins. Alors Mathieu, il est pas là aujourd'hui. On le salue s'il nous écoute quand le podcast sera diffusé. Expliquez-nous comment ça s'est joué entre vous. C'est monter une entreprise entre frères. En soi, c'est déjà un pari. Alors encore plus que mon frère, c'est mon frère jumeau. Et c'est votre frère jumeau qui plus est. Ouais. Donc effectivement, deux jumeaux dans le quantique, c'est pas banal. L'idée, c'était que lui, c'est un chercheur, il a fait sa thèse à l'École normale supérieure. C'est lui aussi qui a eu effectivement cette intuition géniale de voir que ces recherches fondamentales, ils pouvaient être transformées dans le développement d'une technologie qui allait permettre une application qui est cet ordinateur quantique. Et moi, j'ai un parcours peut-être un peu plus classique, donc ingénieur. J'ai fait aussi beaucoup de physique quantique aux États-unis. La physique quantique vous rapprochait quand même dans votre parcours, même si vous avez eu des parcours différents. Voilà. Exactement. Vous êtes retrouvés là-dessus au final. Oui. C'est vrai que on a eu, en tout cas dans nos études, au début, tous les deux un intérêt sur la physique quantique.
Et ensuite, même si j'ai passé 6 années dans un cabinet de conseil, et ben finalement, je suis revenu à la physique quantique. Et je pense qu'il y a une vraie équilibre, il y a une vraie complémentarité entre nos deux profils. Monter une boîte quand on a quelqu'un qui est plutôt sur le développement et sur le business et quelqu'un d'autre qui va penser vraiment plus à la technologie, au challenge scientifique, ça marche extrêmement bien. Donc si je résume un peu grossièrement, c'est Mathieu au labo et vous au micro ? C'est vous la voix de C12 ou de C12 ? C'est très bien résumé, effectivement. Ouais. Donc il est au labo en ce moment, Mathieu ? Oui, effectivement. Au moment où on parle. Ouais. Alors, ce qui est dans la technologie qu'on développe, en fait, on utilise plein de ressources et d'ingénierie différentes. C'est-à-dire qu'on a de la nanofabrication, on a aussi donc tous ces travaux sur le matériau qui presque c'est de la chimie à des moments, du travail sur les surfaces. On a aussi des problématiques qui sont liées à l'ingénierie micro-ondes. Et donc Mathieu, en fait, il est dans tous ces labos à la fois sur toutes ces différentes compétences pour construire l'ordinateur quantique. On va revenir un peu à la genèse du projet. C'est la technologie de Mathieu, vous le disiez à l'instant. Comment ça se joue au départ ? Parce que alors vous êtes frères, donc on se fait confiance entre frères, mais tout de même, c'est quand même une preuve de confiance presque intimidante de se voir confier comme ça la technologie que quelqu'un d'autre a développée. Ouais, moi je me rappelle très bien effectivement le moment où Mathieu m'a proposé de rejoindre l'aventure, et je savais que ça faisait déjà plusieurs années qu'il y réfléchissait, qu'il avait toute la roadmap technologique en tête. Moi, je suivais ça de loin. Je l'ai aidé sur quelques présentations, de faire un sparring partner sur plutôt la partie en boxe, pour l'entraîner, c'est ça. Plutôt la partie développement. Mais effectivement, donc on s'est retrouvés. C'était un samedi matin, et là il m'a dit est-ce que tu veux t'associer avec moi pour monter cette boîte? Et là où ça m'a encore plus surpris, c'est que, mais je pense qu'il a eu vraiment raison à ce moment-là de le faire, il m'a dit on fera 50-50. Alors qu'il avait effectivement porté ce projet déjà depuis plusieurs années. Donc oui, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après, ça prend du temps aussi d'y réfléchir. On fait sa due diligence. C'est quelque chose qui est assez commun dans le conseil au moment où on analyse finalement un projet avant d'y investir ou de le rejoindre. Sa due diligence, c'est ça, c'est le terme technique pour pourquoi d'ailleurs, expliquez-moi. C'est le moment où vraiment on analyse un projet un peu sous tous ces angles. Donc c'est rejoindre un projet, il y a de l'émotionnel, mais on essaye aussi de mettre un peu de rationnel sur pourquoi on le fait. Vous avez beaucoup réfléchi à cet équilibre dans la relation pro-perso, parce que bon, c'est votre frère jumeau, on imagine bien que c'est indissoluble, mais quand même. Alors ça, c'était effectivement, je pense que n'importe quelle équipe de cofondateurs qui crée une boîte, c'est vraiment des sujets à mettre sur la table avant d'y aller. Encore plus pour nous. Donc on a pris pas mal de temps effectivement pour parler, pour savoir si on avait finalement la même vision sur ce projet. Est-ce qu'on avait les mêmes attentes et comment on allait en fait gérer, comme vous dites, le perso et le pro. Et je veux dire que là où on a fait attention sur les premiers mois ou la première année, c'était justement souvent de se reprendre du temps et de dire est-ce que c'est finalement ce qu'on veut, est-ce que ça marche comme on veut. Et pour l'instant, ça marche très très bien. Vous êtes toujours tombé d'accord sur ce que vous vouliez tous les deux. On peut avoir des accords. Mais on arrive toujours en tout cas à échanger et surtout on sent toujours cette confiance, et ça je pense que c'est le plus important entre cofondateurs. Alors on parle beaucoup du déclic, et pour cause le podcast s'appelle Le Déclic. Vous avez choisi un témoin de ces moments, de ces premiers moments finalement de l'aventure C12 ou C12, et je vous propose qu'on l'appelle tout de suite pour qu'il nous livre son témoignage. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Ouais, très bien.
Alors, je vais vous demander de vous présenter. Et bien sûr, Gabriel James Safar, je travaille chez Datadog, une société éditrice de logiciels, et j'ai travaillé avec Pierre et Mathieu un petit peu, humblement, sur C12 au cours des 2 dernières années. Alors, humblement, vous êtes peut-être trop humble. Vous allez nous expliquer un peu comment vous avez apporté votre pierre, votre expérience aussi à ce projet-là. Pierre, ça a été important au départ, cet accompagnement même s'il est humble, de Gabriel James. Oui, ce que Gabriel James ne raconte pas, c'est que il a monté en fait une boîte avant de rejoindre Datadog, et donc voilà, c'est un entrepreneur qui a réussi. Et quand nous-mêmes on se lance dans un projet entrepreneurial, avoir effectivement une possibilité d'échanger avec quelqu'un qui l'a fait avant soi, c'est très important pour avoir ce déclic. Gabriel James, vous confirmez ça? Vous avez beaucoup échangé sur votre expérience de start-upper? Ben oui, notamment à différents moments. Je pense que pour des gens qui, comme Mathieu, venaient du monde de la recherche et comme Pierre viennent du monde du conseil, la manière d'appréhender l'écosystème et l'univers, en fait, comment fonctionnent les rouages des startups, je pense que c'est un petit peu différent. Et donc j'ai pu un peu les aider là-dessus. Et puis peut-être plus récemment aussi, la manière de faire travailler une équipe pour développer un produit. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Je travaille avec une 60aine d'ingénieurs sur mes produits en ce moment. Et réussir à les coordonner pour que ça se passe bien, pour qu'humainement tout se passe bien, pour que ça aille le plus vite possible, pour faire les bons choix, c'est quelque chose sur lequel je discute par exemple assez souvent avec Mathieu, pour essayer de l'aider quand il a des choses sur lesquelles il se pose des questions. Ouais. Au tout départ, est-ce que l'association Mathieu-Pierre, vous l'avez vu se créer? C'était si évident que ça? Bah, en fait, c'est marrant. Donc, pour revenir au tout début, quand Mathieu avait son idée, il a beaucoup itéré avant d'arriver à la conclusion que ce qu'il savait faire pouvait s'appliquer au monde des puces. En gros, ce qu'il savait faire en quantique pouvait s'appliquer à ça. Et il avait eu un début avec un autre cofondateur avec lequel ça se passait pas très bien. Et en même temps, il avait besoin de quelqu'un parce qu'une startup tout seul, c'est extrêmement difficile. Et notamment dans un sujet aussi tech, il fallait qu'il puisse dédier tout son temps au produit, à la techno qui est assez extraordinaire dans le cas de C12. Et à un moment, il me dit, écoute, j'ai une idée. Il y a Pierre. Pierre, il a fait un master en mécanique quantique. Il gère du business depuis 6-7 ans en tant que consultant. Je pense que c'est la bonne personne. T'en penses quoi? Et un des trucs qui m'a fait lui dire, je pense que c'est une super idée, c'est le fait que, même s'il y a beaucoup de gens qui ont une petite appréhension à l'idée de s'associer avec des proches, un des enjeux, c'est est-ce qu'on est susceptible de casser quelque chose? Est-ce qu'on est susceptible de s'engueuler et d'après abîmer la relation qui préexistait? Et je pense que Mathieu et Pierre, c'est deux personnes qui sont très enthousiastes, très travailleuses, mais aussi très calmes, très posées, et qui sont pas tellement sujet au clash. Et donc, il y avait un profil qui, sur le papier, était parfait, avec qui il s'entendait très bien, avec qui il savait discuter, échanger, et puis potentiellement s'engueuler un peu, et surtout avec lequel il y avait très peu de chances d'avoir un clash, ce qui est très sécurisant quand on monte un projet qui est là pour durer pas mal d'années. Donc, c'est plus facile de s'engueuler que de se réconcilier, mais il faut savoir faire les deux, c'est ça? En fait, c'est un des points les plus importants, enfin c'est ce que j'ai vécu en tout cas en tant qu'entrepreneur, un des points les plus importants, c'est d'apprendre à s'engueuler avec les personnes essentielles de son organisation. Parce que s'engueuler, ça ne veut pas dire se jeter des noms d'oiseaux, ça veut dire être capable d'exprimer potentiellement fortement un désaccord pour faire progresser la pensée commune. Et donc, gérer ce désaccord, c'est potentiellement difficile si les gens ont trop d'ego, si les gens veulent avoir raison absolument. Et je pense pas que ni Pierre ni Mathieu soient comme ça individuellement, et surtout je pense qu'ils sont pas du tout comme ça en couple. Et donc en ça c'est vraiment une association qui a beaucoup de sens, oui. Confirmé, Pierre? Oui. Vous entendez le témoignage de Gabriel James? Non, là effectivement je pense que Gabriel James il nous connaît bien, et je le reconnais effectivement vraiment dans la description qu'il fait de nous. Et pour revenir sur le déclic, donc je me rappelle dans cette période de due diligence, j'avais échangé avec Gabriel James, et en fait c'est le moment où on a un regard extérieur sur le projet qu'on va rejoindre,
Parce que finalement, quand on se demande est-ce que je vais rejoindre un projet, c'est parce qu'on le sent. C'est quelque chose qui vient en fait assez profond. C'est émotionnel en fait, plus que rationnel. C'est très intuition. Émotionnel. Ouais. Mais c'est très important d'avoir quelqu'un extérieur avec qui on échange sur le projet et on voit qu'il y a effectivement aussi des choses assez uniques dans ce projet, des vrais avantages, quelque chose qui fait que effectivement on redesign un peu comment l'ordinateur quantique peut être conçu en s'attaquant à la source du problème, à ces erreurs qui aujourd'hui empêchent d'avoir un ordinateur quantique utile. Et quand nous on y croit, Mathieu aussi, et puis quand on a effectivement d'autres gens avec qui on est capable d'expliquer la technologie et qui aussi comprennent le potentiel, c'est très important dans le déclic. Donc le rôle de Gabriel James n'est pas si modeste comme il a tendance à le dire lui-même. Moi, je pense pas. Merci Gabriel James. Restez avec nous. On va parler un tout petit peu plus de ces 12. J'allais dire C12, C12. Je suis perdu entre les deux versions du nom de la société, mais je vais dire C12 jusqu'à la fin du podcast, parce qu'on a un petit pari avec nos invités, c'est de pas de faire trop d'anglicisme, et vous n'en avez pas trop fait. Bravo. À part le due diligence que je connaissais pas pour le coup. On va reparler de C12 du coup. Comment vous voyez les choses dans les 10 ans à venir? Est-ce que C12 est amené à grossir et à rester indépendant, ou est-ce que dans ce domaine économique comme dans d'autres, en pharma par exemple, on est amené à être vendu, absorbé, voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans le quantique, c'est que c'est une nouvelle industrie, donc il n'y a pas encore, comme dans la pharma, finalement, un chemin, une trajectoire que les startups pourraient suivre. Mathieu et moi, nous, on a envie de créer un vrai champion qui reste indépendant et qui soit capable de vendre ses ordinateurs quantiques. Ensuite, après, il y a une vraie question sur le market access. À un moment, même la meilleure technologie sans market access, c'est pas un bon produit. Alors le market access, toujours dans notre pari zéro anglicisme. Je vérifie. L'accès au marché. Non, mais pas de souci. C'est l'accès au marché. C'est le moment où on commence à vendre concrètement. Voilà, c'est le moment où effectivement on a mis en place tous les canaux de vente et de distribution pour que la technologie qu'on a construite soit utilisée par ceux qui en ont besoin. Et là-dessus, une société indépendante, elle peut avoir effectivement un accès au marché qui est beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus cher à mettre en place que si on s'adosse à des géants, par exemple un Intel ou un Nvidia demain, qui eux ont déjà développé finalement leur propre market access et donc enrichiraient leur portefeuille produit avec notre technologie. Vous avez dit un mot tout à l'heure impressionnant, et je suis pas sûr de comprendre exactement. Un champion, c'est quoi un champion quand on développe ce genre de projet? C'est-à-dire que sur ces développements très technologiques, souvent c'est une entreprise ou une technologie qui va remporte la mise, qui va remporter le marché. C'est the winner takes it all, c'est ça? Souvent c'est ça. Et moi-même j'ai fait un anglicisme, désolé. Souvent c'est ça parce que dans ces développements technologiques, à un moment, il y a des standards qui arrivent et sur lesquels qui sont souvent imposés par le champion, par celui qui va avoir la primeur de la technologie. Exactement. Et c'est votre ambition, être le premier. C'est très compétitif en fait comme exercice. En fait, c'est ça qui est assez excitant aussi dans une startup, c'est-à-dire que il y a la technologie qui a ses avantages et nous effectivement on pense que on est la plus proche réalisation de ce qu'on pourrait faire d'idéal pour réaliser un ordinateur quantique. Et ensuite, il y a le fait que si on le fait, c'est pour avoir ensuite à la fin un impact, que cette technologie soit utilisée. Et ça, on sait que ça veut dire qu'il faut être souvent le plus rapide sur le marché. Et du coup, je repose la question que j'avais posée il y a quelques minutes. Dans 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Vous le savez aujourd'hui ou vous donnez le temps de le savoir?
Bon, il y a cette question effectivement sur l'accès au marché, mais dans 10 ans, si on réussit comme on le souhaite, on peut espérer que la France soit une nation quantique, que Seatworld ait des usines de fabrication de puces quantiques en France et que ces puces-là soient utilisées dans le monde entier. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Pierre. Merci Gabriel James, qui est encore en ligne, si je ne me trompe pas. Merci à vous d'avoir apporté votre témoignage sur la genèse de C12, de C12, Quantum Electronics. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Lisez The Meta News et si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.